Vous êtes bien sûr France 3 Corse Vie Asté, là vous regardez Corsicaer, à notre invité, un violoniste, un musicien, un futur viticulteur, oui tout ça. Il est avec nous cette semaine, Bertrand Servera, et il partage avec nous ses souvenirs. On reste dans la musique pour cette deuxième partie, si vous le voulez bien. Je me souviens, puisqu'on parle beaucoup d'archives dans cette émission, donc de souvenirs, j'en ai un avec vous. Vous m'avez dit un jour quelque chose qui m'est resté dans la tête. Je disais que vous étiez un musicien de musique classique. Vous n'avez pas aimé le terme de musique classique. Ça m'est resté. Elle dit oui, pourquoi mettre une étiquette? Vous n'aimez pas ça? Non, je trouve que la musique, c'est comme on parlait d'hiérarchie tout à l'heure, il n'y a pas d'étiquette à avoir, on fait de la musique. Quand je joue avec quand je jouais avec Johnny Hallyday ou avec à l'époque, je me souviens, Aznavour ou des gens comme ça, j'ai l'impression de faire de la musique. Donc vous n'êtes pas les gens qui disent ah ben moi j'écoute du rap, moi j'écoute du jazz, moi j'écoute du classique. On est dans une société, on est obligé de sectorialiser les choses, donc c'est gênant. Mais on écoute de la musique et ça veut dire qu'après, ça veut dire que le type qui écoute de la musique classique, c'est un intello et il est dans l'élitisme. C'est pas plutôt ça qui vous gêne. Mais oui, mais ça me gêne parce que c'est pas vrai. C'est de la musique populaire. Beethoven, il écrivait sa musique en se promenant dans les bois, en écoutant les petits oiseaux. Mozart, il écrivait parce que c'était un musicien populaire. Et puis que la musique, il faut la remettre à sa place. C'est pas compliqué. Franz Liszt aussi, quand il se baladait dans les rues, c'était un Johnny Hallyday ou un Beatles de l'époque. Hein. Mais complètement. Donc, et puis après, on peut aimer ou ne pas aimer. C'est pas un problème. Et puis quand on n'aime pas un morceau, parfois on le réécoute une deuxième fois, on se dit finalement c'est moins nul que je pensais. Et puis la troisième fois, on se dit c'est bien. Et puis la quatrième fois, on l'adore. Ce qui est extraordinaire, ce sont ceux qui disent ah non, moi je peux pas la musique classique. Par contre, ils l'écoutent dans les pubs, au cinéma, et ça passe, mais crème. Hein. Alors les enfants, qu'en pensent-ils de cette musique classique? Dans cette émission, vous le savez, on a un petit panel de téléspectateurs et ils ont une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'ils sont plus jeunes que les archives que l'on diffuse. Comme on avait un musicien de renommée sur le plateau, Julien Hostil leur a demandé s'ils s'intéressaient, eux, à cette musique dite classique. Regardez. Laurent, cette semaine, on reçoit Bertrand Servera. Alors, qui dit Bertrand Servera dit évidemment violon. Qui dit violon dit musique classique. On dit musique classique, mais c'est de la musique, en fait. C'est quoi la différence entre la musique et la musique classique? Parce que, bon, si j'écoute du Francis Cabrel, bon, c'est un classique. Mais c'est pas de la musique classique. Et si j'écoute Mozart, c'est un classique de la musique classique. Bon, je vais demander aux enfants ce qu'ils en pensent. Alors, je vais te faire écouter un morceau de musique. D'accord. Tiens, les écouteurs. Merci. Merci. T'es prêt? Ouais. Je connais. Je connais ça. Tu connais? Ouais, mais je sais pas le nom. Tu sais pas qui c'est qui... C'est Mozart? Oui. Ah. Et est-ce que c'est un style de musique particulier? Non, bah, je sais pas. C'est du piano? Je sais pas. C'est de la musique de l'époque? De la musique de l'époque? Oui. De la danse classique? De la danse classique? De la musique classique? Ouais. Tu écoutes beaucoup ce genre de musique? Non. J'écoute pas beaucoup de musique. Et toi, tu écoutes quoi d'habitude? De la musique pop. Toi, tu écoutes de la musique pop. Et Ouais. c'est quoi la différence entre la musique pop et la musique classique? C'est que la musique classique, il n'y a que du piano. Toi, tu écoutes quoi comme style de musique? Du rap. C'est différent du rap, ça? Oui, très. C'est quoi la différence? C'est différent, c'est... le rap, ce serait plutôt des gros mots et là, il n'y a pas de parole carrément. Donc La différence entre cette musique et le rap, c'est qu'il n'y a pas de gros mots. voilà. Et qu'il n'y a pas de parole aussi. Et qu'il n'y a pas de parole. Et est-ce que, comme moi, tu es d'accord pour dire que le quatuor à cordes à l'ouverture du 6e opus de Beethoven a plus de sensibilité dans l'allegro que dans l'adagio? J'ai pas compris ce que tu as dit. C'est vrai, là, il fallait un interprète. Heureusement, on en a un sur le plateau aujourd'hui. Peut-être un peu pointu comme question. Hein. Oui, et puis en plus, c'est ça, on s'en fiche. Ouais. Exactement. Je retiens, alors le rap, c'est des gros mots. Le rap utilise d'ailleurs la musique classique, hein, souvent, très oui. souvent. Hein. D'ailleurs, avant le rap, il y a Gainsbourg qui s'en est servi, très souvent d'ailleurs, hein, dans des morceaux qui sont rentrés dans la pop culture aujourd'hui. Donc ça vous inquiète ou pas que les gamins disent... Non, parce qu'en fait... C'est rassurant parce qu'ils disent « je connais quand même ».
Oui, et puis c'est normal qu'on connaisse pas les noms des titres. Même moi, je connais pas. Ça m'est arrivé d'écouter une œuvre sur France Musique. C'était un vendredi matin avec mon fils. J'écoutais, je connaissais, je connais, je chantais toutes les notes comme ça. Et puis à la fin, c'était l'œuvre que j'avais jouée avec l'Orchestre National la veille au soir. Donc je me souvenais plus du numéro, de ce que c'était, de quel compositeur. Quelque part, c'est pas important. Alors après, on peut avoir cette culture-là. Il y a des gens qui sont musicologues, qui s'intéressent aux détails, que ça soit le quatuor en opus machin truc en do majeur. C'est quoi l'intérêt? Par contre, si c'est beau, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Là, je vous rejoins là-dessus. Et cette beauté de la musique, vous avez eu envie de la partager. On l'a vu au début de cette semaine, hein, quand vous dites, bon, ben moi, j'ai rien appris, ce sont les violonneux qui m'ont appris quelque chose. Vous avez par contre décidé de leur amener votre musique, celle que vous jouez habituellement dans les grandes salles, dans les grands auditoriums sur le continent et à travers le monde. Vous avez décidé de l'emmener, mais au village. Oui. Oui, parce que je trouvais que c'était un pari fou. Complètement, parce qu'au début, quand on s'est lancé, tout le monde me disait peut-être d'abord c'est en même temps que Patrimoine, donc tu n'auras personne. 2, ça intéresse personne. 3, de toute façon, ça sert à rien. C'est quoi l'utilité? Bon, et moi, j'y croyais à l'utilité parce que le beau, il faut le partager. Voilà, je suis presque plus un militant d'une cause d'éducation populaire qu'un musicien. Donc, pour moi, c'était un sillon à creuser. Et je me disais, on fera 20 personnes. Et ben l'année d'après, on en fera 25. Et la fois d'après, on en fera 30. Et puis, on continuera. On en a eu 600 là, pour le premier concert. C'était difficile de convaincre vos amis musiciens de venir à Rennes et dans les villages aux alentours la première année. Au début, ils venaient parce que c'était, par amitié, parce que on faisait du bénévolat total. Allez, on vient en Corse, ça peut être sympa. Voilà, il y avait le côté comme ça. Bertrand, il est sympa. Ça va relativement bien jouer. On va jouer, ça va être sympa. Ouais, on aurait dit que vous deviez jouer et dehors et dans les églises. Ils étaient prévenus. Oui, ils étaient prévenus, mais bon, ils pensaient que et il y avait quand même aussi un côté qu'on connaît tous quand on va sur le continent. Moi, en tant que musicien de l'Orchestre National, j'étais le type qui posait des bombes et le type qui allait faire la sieste à l'orchestre. Donc il y a quand même ce parti pris et contre lequel on doit lutter dès le début. Quand on arrive, quand on arrive dans un boulot parisien, alors peut-être que ça a changé les mentalités, mais il y a plus de 30 ans, c'était complètement ça. Donc il y avait ce côté un peu aussi, on va s'amuser avec les Corses, ça va être rigolo, quoi. Il y a des gens sympas, sûrement. Et tout d'un coup, ils se sont rendus compte que d'abord, on voulait de l'excellence, que je voulais de l'excellence, c'est-à-dire qu'ils étaient là, mais ils n'étaient pas là pour s'amuser, ils étaient là pour bosser. Donc les concerts devaient être le mieux possible. Et ce que j'ai dit, les gars, on est là, c'est pas parce qu'on n'est pas au Music Fairhain ou à Carnegie Hall de New York, le niveau, c'est on fait le mieux possible de ce qu'on peut faire. Il faudra faire attention parce que beaucoup ont l'oreille très très musicale. Hein. Oui, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit attention. Et puis en plus, il n'y a pas de hiérarchie entre nous, mais il n'y a pas de hiérarchie non plus avec le public. Donc on doit faire le mieux possible. Et je pense que c'est ce que les gens ont ressenti tout de suite. C'est qu'on était dans l'exigence la plus haute pour jouer, même sur une place de village. Résultat, en 2004, ce projet complètement fou, il se concrétise. Nous sommes le 20 juillet 2004 et pour la première de Soro in Musica, évidemment, le journal de Corsica Zera y est. Regardez. C'est sans doute un rêve, celui d'un enfant du pays, Bertrand Cervera, bien décidé à faire revivre les villages de montagne de son canton. L'idée, un festival de musique itinérant qui traverse 11 villages en 11 jours. Un projet qui demandera plus d'1 an de travail. C'est un festival de toutes les musiques. On fait de la musique... c'est pas une question de traditionnel, classique, jazz, tout ça. Ce qui est important, c'est la passion qui sort d'un événement comme ça. Et là, tous les soirs, il y a de la passion, il y a de la qualité, donc c'est parfait. De la passion et de la qualité, la recette semble fonctionner. Le festival a accueilli hier plus de 300 personnes dans l'église de Balogne et plus de 600 samedi à Vico. Au programme Saint-Georges, Vivaldi ou Mozart, de grands noms de la musique classique pour des concerts chargés en émotions. À Vico, il y a des gens qui m'ont dit « c'est la première fois qu'on entend un concert ». Et nous avons eu le choc de notre vie. Bien rien que pour ça, c'est gagné. Au-delà des concerts, le festival c'est aussi l'occasion pour une 50aine d'étudiants en musique d'effectuer un stage. Le tout dans un cadre magnifique, le couvent de Vico. Ils sont venus se perfectionner et pour certains s'initier à la polyphonie.
Au départ, je viens pour apporter quelque chose. Et finalement, c'est moi qui reviens enrichi. Plutôt que de se présenter comme des spécialistes, une démarche élitiste, non, on échange. Moi, j'ai ça, tiens, je te le passe, ça te plaît, tu peux, on fait un bout de chemin ensemble, musicalement. Partie prenante du festival, les villageois proposent eux aussi chaque soir des animations musicales. Une association qui pourrait assurer la pérennité de l'événement. Qui pourrait assurer la pérennité de l'événement. Alors on vous le confirme, puisque ça fait 18 ans, donc le festival est majeur maintenant. Et vous étiez inquiet dès la première année, mais on l'a entendu, 300, 600 spectateurs, et surtout un public qui ne serait pas forcément, mais qui serait pas forcément venu assister à ce genre de concert. Parce que grâce à Jean-Pierre Bonnafou aussi, l'ambiance qu'il y a eu autour, les gens ont tout de suite compris l'état d'esprit. Et ce qui est dingue, c'est qu'au bout de 18 ans, il y a toujours le même état d'esprit. C'est-à-dire que c'est complètement simple, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de jugement, on joue, on se fait plaisir, on échange avec les gens. C'est des choses qui n'existent nulle part ailleurs. C'est vraiment. Enfin, il y a l'ambiance, d'accord, mais il y a un autre intérêt. Et puis maintenant, on le voit, il y a 18 ans, maintenant c'est devenu commun de dire oui, on va partager, on va faire des concerts, on va boire un coup avec les gens. Maintenant, c'est devenu un peu le truc qu'il faut faire. Mais nous, personne ne le faisait. Ça n'existait pas. Au-delà de ça, au-delà de cette convivialité, de cette proximité justement avec le public, c'est la diversité de ce public. On l'a vu là à travers ces premières images. C'est un public de jeunes, de gamins, d'adultes, de plus anciens, des gens qui n'écoutent pas forcément cette musique-là au départ et qui viennent. Et il y a un mot qui est ressorti dans le reportage, c'est l'émotion. Elle est partagée, elle est présente, c'est la réussite. Oui, et puis quand j'entends Jean-Pierre dire voilà, c'est gagné, et c'est vrai que l'idée c'est que c'était de lancer un projet comme ça, parce que nous, avec Jean-Pierre Bonnafou, avec qui on a créé finalement ce projet, c'était pas tellement de faire des concerts, c'était de rassembler les gens autour d'un projet. Et donc moi, comme je sais faire que de la musique, on s'est dit, on va faire autour du concert. Mais le concert, c'est pas le plus important, c'est de voir tous ces gens se rassembler, ces jeunes arrivés du continent, pas du continent, du village d'à côté. Voilà, pour moi, c'était ça le plus beau. Et c'est vrai que Jean-Pierre, avant chaque début de festival, il m'envoie un petit mot. C'est normal. C'est un peu d'émotion quand même là encore. Ouais. Parce que c'est une réussite. Non, parce qu'on a tous. On a tous vieilli, et puis Jean-Pierre, il est toujours là, et c'est notre soutien depuis le début, quoi. Voilà. On en reparlera tout à l'heure de Jean-Pierre Bonnafou, quelqu'un qui a compté aussi et depuis plus de 18 ans. J'aime pas être ému à la télé, ça se fait pas. Non, en même temps, c'est pas notre genre, vous savez. Non. Ça arrive tout le temps, je vous le répète, ça arrive tout le temps. Et c'est normal, encore une fois, c'est le poids et la force des images qu'on a la chance d'avoir ici à France 3 Corse. La télévision,